Ah, une carrière de footballeur, le rêve de tous les gosses. Mais bon, une fois que tout s'arrête, le rêve vire parfois au drame. Le football est un jeu de liberté, mais certains préfèrent jouer les prolongations derrière les barreaux. Et oui, aujourd'hui, avec l'équipe de Zone Foot, on s'est intéressé aux pires après-carrières de footballeurs. Et pour vous présenter tout ça, on va utiliser le concept de l'iceberg. Concept qu'on vous avait déjà détaillé dans l'épisode 1 sur les théories du complot. Petit rappel pour tout le monde, on va d'abord traiter le sujet à la surface avec des après-carrières que vous connaissez sans doute, et plus on va descendre en profondeur en direction des abysses, plus les après-carrières risquent de vous paraître sordides. Allez, on est parti direction la surface de ce deuxième iceberg du foot où Guillaume vous attend. Ici on a la surface, je connais, c'est détente, et on va commencer par une histoire que les anciens de la Ligue 1 connaissent sûrement. Ah, Tony Vérel. Pour les fans de la Ligue 1 des années 90 et 2000, ça doit vous dire quelque chose. On ne parle pas d'un joueur lambda. Très belle carrière en Ligue 1, avec des passages notamment par le Grand Lens ainsi que Lyon. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'une histoire bien plus sombre. Les faits remontent à octobre 2011 où il a été impliqué dans une altercation violente à la sortie d'une discothèque près de Nancy. Tony Vérel et ses frères auraient été virés de la dite boîte de nuit par des videurs de manière très violente après une altercation à l'intérieur même de l'établissement. Les videurs eux-mêmes ont d'ailleurs été poursuivis en justice car ils auraient utilisé une matraque et de la lacrymogène. Mais un incident qu'on peut qualifier d'assez récurrent quand même dans le monde de la nuit s'est transformé en une véritable tentative de meurtre. Tony Vérel ainsi que ses frères seraient revenus après coup et auraient ouvert le feu sur les videurs impliqués dans l'incident. La fratrie conteste cette version des faits et les enquêteurs ont mis beaucoup de temps avant de faire la lumière sur l'incident. Verdict, Tony Vérel, qui a toujours clamé son innocence, fut condamné à 18 mois de prison ferme en 2023 après avoir déjà effectué 5 mois de détention provisoire. Malgré l'allègement de la peine, alors qu'il risquait bien plus gros, Tony Vérel se défend toujours d'avoir usé d'une arme. On est un peu déçus car je sais que je n'ai jamais tiré sur personne. Son frère Fabrice a été condamné à une peine identique, ses deux plus jeunes frères Giovanni et Jimmy écopant pour leur part de 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis. Balle au centre, sans mauvais jeu de mots. Si je vous parle de Vincenzo Iaquinta, est-ce que ça vous dit quelque chose? L'attaquant italien, vainqueur de la Coupe du Monde 2006 avec la Squadra Azzurra, a marqué les esprits par sa combativité et ses buts ultra décisifs. Très performant à Udinese et à la Juve, il aurait dû vivre une fin de carrière très tranquille sous le ciel bleu de l'Italie, mais l'histoire qui suit est au contraire remplie de nuages. C'est en 2018 que son nom réapparaît dans les médias, cette fois dans un tout autre contexte que celui du football. Iaquinta est condamné à 2 ans de prison pour possession d'armes illégales. Mais attendez, ce n'est pas le plus choquant. On apprend également le lien présumé entre cette affaire et la 'Ndrangheta, l'une des organisations mafieuses les plus redoutées d'Italie. Si Iaquinta lui-même n'est pas tout de suite condamné pour le motif d'association mafieuse, son père, Giuseppe Iaquinta, est reconnu coupable et écope de 19 ans de prison pour ses liens directs avec la mafia calabraise. Lors du procès, Vincenzo a toujours clamé son innocence, déclarant que les accusations portaient atteinte à son honneur et à celui de sa famille. Cependant, la justice italienne a maintenu son verdict. Selon les procureurs, les armes retrouvées étaient liées à des activités criminelles orchestrées par la mafia. Mais que faisaient donc ces armes dans les mains de l'ex-champion du monde 2006? Ah, les fouteux parfois. Depuis, Vincenzo Iaquinta s'est fait très discret. Ni reconversion dans le football, ni présence publique. L'ancien attaquant vit désormais dans l'ombre, éclipsé par cette affaire judiciaire qui, il faut bien le dire, a salement terni son image au pays. Les amis, on quitte la surface pour rejoindre Anne-Sophie qui vous attend avec des histoires beaucoup plus sombres. Préparez vos masques et vos tubas, on fonce sous la surface. Bienvenue sous la surface les amis, et vous allez le voir, les pires après-carrières commencent déjà à être bien sombres. Sergio Contreras dit Coque, comme quoi son nom lui va bien, vous allez voir. C'est un ancien attaquant espagnol qui a joué à l'Olympique de Marseille entre 2004 et 2006, avant de poursuivre sa carrière dans d'autres pays jusqu'en 2016, moment où il prend sa retraite sportive. Mais c'est en 2019 qu'il va refaire énormément parler de lui, et sa deuxième carrière est nettement moins plébiscitée que la première. À 40 ans, l'ancien attaquant du club phocéen a été condamné à 6 ans de prison à Malaga pour trafic de drogue.
Pour les autorités espagnoles, ça ne fait aucun doute. Coque a joué un rôle clé dans un réseau de trafic de drogue international et plus précisément dans un réseau de marijuana destiné à être livré par camion dans des pays européens. Pour confirmer leurs soupçons, les autorités mettent l'ex-footballeur sur écoute et là, c'est le jackpot. Entre les conversations téléphoniques et les preuves récoltées, la police l'arrête en 2019. L'ex-footballeur risque jusqu'à 16 ans de prison ferme et 15 millions d'euros d'amende. Mais cette peine est réduite puisqu'il reconnaît immédiatement les faits qui lui sont reprochés. Le verdict tombe le 2 mai 2023. Il écope de 6 ans de prison. Dans une interview accordée au Canal Football Club, avant de retourner derrière les barreaux, Coque revient avec une grande sincérité sur sa descente aux enfers. J'ai gagné peut-être 1 million d'euros à l'année. Dans l'autre business, peut-être en 2 mois, tu gagnes tout ce que tu as gagné à l'année au foot. En fait, il a voulu garder le même train de vie que celui qu'il avait pendant sa carrière sportive. Et lorsqu'il est revenu à Malaga, les opportunités se sont présentées à lui et il a basculé du mauvais côté. S'il regrette une chose aujourd'hui, c'est de ne pas avoir assuré son avenir. Mais entre ses amis trafiquants à Marseille et son entourage d'enfance, il était quasiment impossible pour l'ancien footballeur de rester du bon côté. Comme il le dit lui-même, où il y a de l'argent, il y a du banditisme. Quincy Promes, vous le connaissez. Eh bien, c'est un destin gâché. Un jeune prodige surnommé le Messi des Pays-Bas qui a fini derrière les barreaux pour narcotrafic et tentative d'assassinat. C'est une histoire complètement dingue. Mais pour la comprendre, on va revenir un peu sur son enfance. Il est né en janvier 92 aux Pays-Bas, de parents originaires du Suriname. Ils ont peu de moyens, donc il grandit dans un quartier assez difficile de la banlieue ouest d'Amsterdam. Enfant, il est très turbulent et surtout très bagarreur. Ce qui le sauve à cette époque, c'est son talent pour le foot. Parce qu'âgé d'une dizaine d'années seulement, il est repéré par l'Ajax Amsterdam. Et oui, avec un ballon dans les pieds, malgré sa petite taille, il est juste bluffant. Mais en 2008, c'est le drame. Il est viré à cause de ses problèmes disciplinaires au sein du club. Mais il rebondit et revient encore plus fort. Les clubs se l'arrachent et il rejoint même l'équipe nationale des Pays-Bas. Alors que tout lui réussit, il prend une décision très surprenante et décide de rejoindre Moscou à 22 ans. Sa motivation, l'argent. Et il ne s'en cache pas sur les réseaux sociaux. Malgré tout, il brille en Russie. Mais fini le pays des tsars, contre 20 millions d'euros, c'est le moment pour le jeune prodige de revenir briller cette fois en Europe au FC Séville. Mais ça ne marche pas et c'est le retour en 2019 à l'Ajax Amsterdam. 13 buts en 14 matchs, tout se passe bien sur le papier, jusqu'à que la police débarque au centre d'entraînement. Il a retrouvé ses amis d'enfance qui, pour la plupart, sont devenus trafiquants de drogue et les forces de l'ordre viennent le mettre en garde. Mais c'est déjà trop tard. En parallèle de ses exploits sur le terrain, le jeune prodige est en train d'organiser l'arrivée de plus d'1 tonne de cocaïne en provenance d'Amérique latine. Et ça, les policiers le découvrent lorsqu'ils le mettent sur écoute et qu'il n'hésite pas à frimer en disant qu'il gagne autant d'argent avec le foot qu'avec ses affaires. Et ce n'est pas tout. Lorsque sa tante se plaint d'avoir eu un bijou volé, Quincy raconte à son père qu'il a poignardé violemment son cousin qu'il considérait comme responsable du vol. Manque de bol pour lui, il était toujours sur écoute. La police a entendu toute la conversation. Ni une ni deux, il décide très vite de rejoindre à nouveau la Russie, qui n'a pas de traité d'extradition avec les Pays-Bas pour éviter la casse-prison. Même s'il performe sur le terrain, la justice néerlandaise a avancé dans son enquête. Et l'été 2023, il écope de 18 mois de prison ferme pour avoir poignardé son cousin et en février 2024, de 6 ans de prison ferme pour trafic de drogue cette fois. Protégé en Russie, il aurait pu faire profil bas face à ces lourdes peines, mais pas du tout. Quelques semaines seulement après son procès, il décide de sortir un son et là, il insulte le juge et se vante de ses exploits. C'en est trop pour les Pays-Bas qui émettent un mandat d'arrêt international contre le joueur. Et fin février 2024, il est arrêté à Dubaï lors d'un déplacement. Et vous pensez qu'il est en prison? Eh bien pas du tout. Il est assigné à résidence en attendant son extradition et continue de poster des photos sur les réseaux sociaux. Pour cette dernière histoire sous la surface, on va parler de l'affaire de Ghislain Anselmini. Ghislain Anselmini, c'est un défenseur français qui a passé une grande partie de sa carrière à l'Olympique Lyonnais avant d'aller à Guingamp, puis à Créteil. Et jusqu'ici, tout avait l'air de bien se passer pour le footballeur. Mais en 2013, Anselmini est accusé d'avoir facilité l'enlèvement de son ex-coéquipier et meilleur ami en dehors du terrain, Fabrice Fiorez. Les faits remontent au 28 septembre 2012. 2 hommes cagoulés et armés de fusils à pompe et de couteaux se rendent dans la villa savoyarde de Fabrice Fiorez pour lui dérober 500 000 €. L'homme refuse de céder au chantage et aux menaces de ses agresseurs qui ne réussissent pas à récupérer le butin souhaité. Fiorez se prend un premier coup de couteau dans la main, mais les malfaiteurs ne lâchent pas l'affaire et menacent cette fois de lui mettre une balle dans le genou.
les choses tournent encore plus mal. Le vol se transforme en enlèvement. Fiorez est kidnappé dans son propre véhicule. Heureusement pour lui, il arrive par miracle à s'échapper en brisant une vitre quand la voiture était bloquée dans un embouteillage. Mais Fiorez n'est pas au bout de ses surprises. Il porte plainte, l'enquête avance et là, c'est la stupéfaction. Toutes les informations récoltées par les agresseurs proviennent d'un seul homme, Anselmini. C'est son ex-coéquipier et surtout ex-meilleur ami qui aurait tout prémédité. Mais alors pourquoi Anselmini était, à cette époque, envahi de dettes et interdits bancaires? Il avait besoin d'argent rapidement, mais n'était pas capable d'aller chercher la somme lui-même chez Fiorez. Il charge alors l'une de ses connaissances de faire le sale boulot à sa place. Il savait que son ex-coéquipier venait de vendre une de ses maisons près de Saint-Tropez. Une partie de l'argent avait été versée sur un compte à Monaco et l'autre partie, les fameux 500 000 €, était censée être planquée sous sa terrasse. C'était donc le plan parfait pour se sortir de la galère. Et il a pu obtenir des informations assez facilement, puisque vous le savez, Fiorez était l'un de ses meilleurs amis, mais la femme de Fiorez était la maîtresse de Anselmini. Rien que ça. Lors du procès en janvier 2016, Anselmini reconnaît sa culpabilité, mais pour lui, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Il confie « Les époux Fiorez ne devaient pas être présents. En aucun cas, je n'ai voulu leur faire le moindre mal, jamais. » Pour Anselmini, il devait s'agir d'un simple vol et non d'une agression ni d'un enlèvement. Malgré les remords de l'ancien footballeur, le verdict tombe. Anselmini est condamné à 5 ans de prison ferme par la cour d'assises de Savoie pour complicité de vol avec armes et de participation à une association de malfaiteurs. Si vous trouvez déjà ces histoires assez sombres, vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec ce qu'il vous attend dans les profondeurs avec Bilal. Bienvenue dans les profondeurs les amis, partons désormais à la rencontre de joueurs dont l'après-carrière est encore plus obscure. Alors déjà, c'est qui ce Predrag Stanković? Loin du niveau de son homonyme Dejan, Predrag, lui, c'est plutôt un joueur moyen. Défenseur gaucher et rugueux, son principal fait d'armes aura lieu en octobre 96. Son club, l'Étoile Rouge de Belgrade, est alors opposé au FC Barcelone en 8e de finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et au Barça, à cette époque-là, il y a un petit phénomène, Ronaldo. Et même s'il vient d'arriver cette saison, il est déjà ultra impressionnant. Et qui va s'en occuper ce soir-là? Eh bah ouais, c'est Stanković. Et contre toute attente, il va même réussir à le museler. Ronaldo ne marquera pas lors de ce match, mais ça n'empêchera pas le FC Barcelone de se qualifier. Stanković, quant à lui, aura profité de l'occasion pour se montrer aux yeux du monde. Et dès le mois prochain, il quitte la Serbie, direction l'Espagne où l'Hercules Alicante le recrute. Il y passera 4 saisons, même s'il ne marquera pas forcément les esprits sur place. En tout cas, il apprécie visiblement son séjour car il s'y installe même une fois sa carrière terminée. Ses deux fils jouent dans les équipes de jeunes du club et lui s'essaye à diriger une entreprise de lavage de voitures. Il finit par la revendre et devient alors agent de joueur et propose des profils au club d'Alicante. C'est alors que les choses vont changer un petit peu pour lui et qu'il va faire la rencontre d'un certain Zoran Matijević, agent FIFA français dont on a notamment entendu parler pour un bref passage en tant que manager de l'OGC Nice au début des années 2000. Stanković va devenir son homme de confiance, mais c'est justement le début des problèmes. Car en fait, Matijević n'est pas officiellement agent FIFA. C'est sa femme qui détient la licence et lui n'est que salarié de Baia International, une agence qui gère les intérêts de joueurs professionnels. Mais surtout, il trempe dans des affaires pas nettes. Des affaires qui vont mener Stanković à sa perte. Et oui, Matijević profite de ses nombreux allers-retours entre la France, l'Espagne et l'Amérique du Sud pour mettre en place un réseau de trafic de drogue à grande échelle. Et on parle pas de petites quantités. Fin 2008, un porte-conteneur part du Brésil en direction de l'Espagne en transportant près de 600 kg de cocaïne dissimulée dans des pièces détachées pour éoliennes. Début 2009, un autre bateau transporte quant à lui 350 kg de cocaïne selon le même mode opératoire. En tout, une cargaison qui représente près de 70 millions d'euros. De quoi décemment profiter de sa retraite à Alicante, je crois. Sauf qu'en fait, la police avait infiltré le petit groupe et suivait l'affaire de près. En février 2009, l'Udico, section spécialisée de la police espagnole, arrête 11 personnes, dont Matijević et Stanković, pour trafic de drogue. En 2014, les sanctions tombent. Mijatević, tête du projet, en prend pour 12 ans de prison. Stanković, quant à lui, écope de 9 ans de prison, le tout assorti d'une amende colossale de 64 millions d'euros. Ouais, pas sûr qu'il puisse beaucoup profiter du soleil espagnol, notre ami Stanković. On s'enfonce de plus en plus les amis, mais avec cette histoire on rentre bel et bien dans le sordide, l'affaire Adam Johnson.
Alors déjà, pour resituer un petit peu le joueur, Adam Johnson, c'est un ancien grand espoir anglais de la fin des années 2000. Après une explosion du côté de Middlesbrough où il débute à l'âge de 17 ans, il est transféré en 2010 à Manchester City pour prendre la suite de Robinho. Malheureusement, il ne sera pas à la hauteur des attentes et continuera sa carrière du côté de Sunderland avec des ambitions moindres. Auréolé de son statut de star, des fans, Adam Johnson en a. Et une retient particulièrement son attention. Une jeune fille de l'âge de 15 ans abonnée à Sunderland. Au-delà d'être une supportrice de Sunderland, elle est surtout une fan invétérée d'Adam Johnson dont elle porte le maillot régulièrement afin de prendre une photo avec lui à la sortie du Stadium of Light. Et c'est d'ailleurs ainsi que le premier contact entre les deux aura lieu. Un premier contact qui permet à Adam Johnson de récupérer le numéro de téléphone de celle-ci. S'en suivront 834 messages échangés en l'espace de 7 semaines. Adam Johnson apprend assez vite l'âge de la jeune fille et pourtant continue à lui offrir des t-shirts et maillots dédicacés. Les échanges continuent et ils se décident à se revoir une première fois. Une rencontre sur le parking d'un restaurant chinois qui ne durera que 15 minutes, au cours desquelles Adam Johnson offrira un nouveau maillot de Sunderland. En partant, il écrira pourtant un message sordide plein de sens. Je pensais avoir un baiser de remerciement pour le t-shirt. Puis après quelques SMS, les échanges deviennent de plus en plus chauds entre les deux. Ils décident de se revoir une deuxième fois. Et cette fois, les choses vont déraper, voyant les deux s'engager dans une relation sexuelle. Comble de toute cette affaire, pendant ces semaines de SMS, le joueur anglais a eu le bonheur de voir sa première fille naître. Bref, quelques semaines plus tard, l'affaire explose aux yeux du grand public. D'abord soutenu par son club de Sunderland, Adam Johnson nie totalement les faits. Et ce, pendant des mois. Des mois pendant lesquels la victime subit du harcèlement de toutes parts et finira même par souffrir de dommages psychologiques sévères. Le joueur anglais finit par plaider coupable aux accusations de la cour et se verra évidemment licencié par son club. Le procureur déclara « Adam Johnson a exploité une jeune fan éblouie par la célébrité, la préparant activement pendant plusieurs mois dans le seul but de sa propre satisfaction sexuelle. » Bilan de l'affaire, Adam Johnson sera reconnu coupable de rapport sexuel avec une mineure et écopera de 6 ans de prison. Plongeons-nous dans les années 20, Alexandre Villaplane est alors un joueur assez prometteur qui débute au FC 7 en 1921. On le décrit alors comme un joueur doté d'une grande adresse et d'une étonnante facilité de jeu. Il s'y fait remarquer au point où il intègre assez vite l'équipe de France dès 1926 alors qu'il est âgé de 24 ans. Il continue de faire son bonhomme de chemin jusqu'à la première Coupe du Monde de l'histoire en 1930 où il est nommé capitaine de l'équipe de France. Même si la France n'ira pas loin dans la compétition, il est alors un symbole de la patrie au niveau footballistique. À la suite de cette compétition, il continuera sa carrière entre les clubs de Paris, Antibes et Nice. Et c'est justement du côté de Nice qu'on va découvrir une autre facette de sa personnalité. Car oui, il faut savoir quelque chose sur Alexandre Villaplane. Il a un lien très particulier à l'argent. Et lors de sa fin de carrière, plus ça commence à se sentir. Il se soucie de moins en moins du foot et se met surtout à verser dans des trafics en tout genre. En 1934, il est même condamné à 6 mois de prison pour des paris hippiques truqués. Il est écarté du monde du football et se rapproche de plus en plus du grand banditisme tout au long des années 30. Le 19 octobre 1940, il est de nouveau condamné à 2 mois de prison pour une affaire de recel de voitures volées. Il est incarcéré à Fresnes où il va rencontrer un certain Henri Lafont, un grand nom du banditisme français de l'époque. Henri Lafont est notamment lié à l'Abwehr, une organisation de renseignement allemande. Pour eux, il est chargé de voler des richesses, principalement celle des Juifs, et d'effectuer des tâches de police. Il recrute 27 criminels enfermés à Fresnes, dont Alexandre Villaplane. Tous intègrent alors la police allemande, la Gestapo, et afin de gagner la confiance des Allemands, profitent de leur réseau afin de capturer des Juifs en zone libre et de les amener à Paris en zone occupée. Villaplane, quant à lui, se spécialise dans le racket des vendeurs d'or et des Juifs. Il est clairement loin notre héros de la nation. Avide d'argent, il va même essayer d'escroquer les Allemands en leur vendant des faux lingots d'or. Puis il va pousser le vice en leur volant des pierres précieuses. Un mouvement pas ultra futé qui lui vaut d'être de nouveau incarcéré et même d'être sur le point d'être déporté. Henri Lafont vient à son secours, mais Villaplane se décide de sauver ses arrières en poussant le vice un peu plus loin. En février 1944, il renie sa nationalité française, se fait naturaliser allemand et devient officiellement un SS. Il en devient même un sous-lieutenant et avec Lafont, ils ont pour ordre de lutter contre la résistance intérieure. Leur brigade se rendra coupable d'exactions abominables et tuera au moins 200 personnes en Dordogne. Un affront de plus pour ce criminel, traître à sa nation. Le 25 août 1944, Paris est libéré et dans le même temps, Alexandre Villaplane est arrêté lui aussi. Il est condamné pour haute trahison et meurtre et sera exécuté en compagnie d'Henri Lafont le 27 décembre 1944.
Bon les gars, on en a fini avec les profondeurs, c'était déjà du solide, mais je pense que vous êtes absolument pas prêts pour les abysses où vous attend Guillaume. Bonne transition Bilal, on est vraiment dans ce qui se fait de pire dans les après-carrières de footballeurs. Attention, âme sensible, s'abstenir. Dans l'Angleterre des années 70, le football était un sport de contact très rude. Chaque équipe comptait dans ses rangs son casseur. Mais parmi eux, un nom se distinguait par sa férocité, Peter Storey, surnommé le salaud des salauds. Formé à Arsenal, Storey fait ses débuts professionnels en 1965. Très rapidement, il se forge une réputation de joueur impitoyable, prêt à tout pour stopper ses adversaires. Ses coéquipiers et ses adversaires le décrivent comme un homme qui parle très peu avec sa bouche, mais beaucoup avec ses crampons. Dans son autobiographie True Story, My Life and Crimes as a Football Hatchetman, il raconte comment un coup de tête reçu lors d'un match contre Leeds a façonné son approche du jeu. Ses coéquipiers, bien loin de le consoler, lui ont lancé « Bienvenue à Leeds mon petit ». Et voilà pour lui une sorte de déclic, une leçon qu'il n'oubliera jamais. Malgré sa réputation de dur à cuire, Storey était un bon footballeur et même un élément clé du Arsenal des années 70. Il a contribué au doublé historique du club Coupe de Championnat en 1971 et a été déterminant lors de la victoire en Coupe des Villes de Foire en 1970, notamment en muselant Johan Cruyff de l'Ajax Amsterdam. Croyez-moi, ce n'est pas rien, à l'époque c'était une véritable Coupe d'Europe. Mais en dehors du terrain, Storey menait une vie tout aussi tumultueuse. Attiré par les infréquentables de Londres, il passait du temps avec des figures notoires du crime, admirant leur style de vie et leur aura. Il admet aujourd'hui « J'étais attiré par le charisme et la classe des gangsters. Ils avaient toujours une jolie nana au bras et les poches remplies de cash. Je n'ai pas réalisé que c'était des gens dangereux. J'étais con. » Bah oui, t'es con, Peter. Après sa carrière sportive, il a définitivement chuté. Il a été condamné pour diverses infractions, notamment des bagarres dans des bars, mais ce n'est pas du tout le seul délit que notre ami a commis. Il a également été condamné à 3 ans de prison pour contrefaçon de pièces d'or dans un petit business mafieux. Il a été incarcéré à la prison de Wardwood Scrubs, la plus difficile de Londres. Il obtient de temps en temps quelques jours de liberté et en profite pour louer 2 appartements miteux qu'il transforme en bordel. Le joueur est encore rattrapé pour ce délit et rajoute 6 mois de prison à son actif. Et non, ce n'est pas fini. Il s'est également rendu coupable de vol de voiture qu'il avait loué pour une société de taxi qu'il avait fondée. Afin d'échapper à ses déboires judiciaires, il avait tenté d'amasser de l'argent avec la mafia locale pour filer en Espagne. Bref, une vie d'illégalité bien remplie. Aujourd'hui, Peter Storey s'est repenti et vit retiré dans un village du Lot en France avec sa 4e épouse, Danielle. Entouré de ses animaux, il mène une vie plutôt paisible. Ok les gars, là on rentre vraiment dans le très sombre. À l'époque, le nom de Godwin Okpara résonnait positivement dans le paysage football. Solide défenseur de Strasbourg, où il a même gagné la Coupe de la Ligue, il jouera ensuite au PSG, où il arrive avec un certain statut en 1999. Son apogée arrive l'année suivante, où il disputera une finale de Cannes en 2000, 2 ans après avoir joué la Coupe du Monde avec le Nigeria. Bref, une carrière très honorable, tout semble aller pour le mieux dans la vie du jeune Godwin, mais se cache en réalité une vérité très sombre. Godwin et sa femme Linda adoptent une petite Tina dont la maman est morte en couche. Godwin Okpara lui promet une vie meilleure et c'est plein de rêves que la petite fille s'envole vers la France. Mais cette adoption a tourné au drame. Pendant des années, Tina a été asservie. Elle a été privée d'école et servait d'esclave à la maison pour faire les tâches ménagères. Elle était sous-nourrie et dormait dans un matelas humide dans la cave familiale. Mais ça ne s'arrête pas là. Linda Okpara s'en prend physiquement à la petite fille et la torture quasiment quotidiennement. Le calvaire pourrait s'arrêter là, mais non. Godwin se met à violer sa propre fille adoptive. Linda s'en aperçoit et rentre dans une colère noire. Non pas contre son mari, mais contre la petite fille elle-même. Elle lui inflige des blessures atroces et la torture encore plus cruellement, notamment au niveau de ses parties intimes. Après des années, elle parvient à trouver refuge chez les voisins et s'enfuit enfin de ce calvaire. La justice est en marche et la fin approche pour le couple Okpara. Le 1er juin 2007, Godwin est reconnu coupable et condamné pour viol répété à 13 ans de réclusion criminelle. Sa femme Linda est également condamnée à 15 ans de prison pour viol, acte de torture et barbarie. Le 22 février 2008, la condamnation de Godwin Okpara est ramenée de 13 à 10 ans, mais celle de sa femme est maintenue à 15 ans. Allez, maintenant place à la dernière histoire de cet iceberg qui s'assombrit minute après minute. Bruno Fernandes de Sousa, plus connu sous le nom de Bruno, était un gardien de but très talentueux, promis un avenir brillant dans le football brésilien. Né en 1984, il s'était imposé comme une étoile montante en jouant pour Flamengo, l'un des clubs les plus prestigieux du Brésil. Mais en 2010, sa vie bascule dans une affaire criminelle qui choque le Brésil et le monde entier. Préparez-vous, c'est très glauque. Au cœur de cette tragédie, on trouve Elisa Samudio, une jeune femme et ancienne compagne de Bruno.
Elisa avait donné naissance à un fils prétendant que Bruno était le père. Cependant, le joueur refusa totalement la paternité et est devenu fou de rage en l'apprenant. Et en juin 2010, Elisa disparaît. Après une enquête approfondie, la sombre vérité éclate. Bruno et plusieurs complices, dont son cousin et un ancien officier de police, ont orchestré son enlèvement. Elisa a été torturée, assassinée et son corps a été donné aux chiens pour qu'il ne reste plus aucune trace d'elle. Bruno a été accusé d'avoir orchestré ce plan horrible pour se débarrasser d'Elisa et d'éviter de payer la pension alimentaire de leur fils. En 2013, après un procès très médiatisé au Brésil, Bruno est condamné à 22 ans et 3 mois de prison pour enlèvement, meurtre et dissimulation de cadavres. Alors qu'il aurait dû pourrir en prison, il est déjà relâché en 2017, seulement 7 ans après son arrestation. Bruno bénéficie d'une libération conditionnelle, cette décision suscite une vague d'indignation au Brésil. Malgré la gravité de ses crimes, Bruno tente de reprendre sa carrière. Il signe un contrat avec le club de Boa Esporte, une équipe de seconde division. Ce choix provoque une immense controverse, avec des sponsors retirant leur soutien au club et des manifestations de la part d'associations féministes. Cependant, en 2019, après des recours judiciaires, Bruno est réincarcéré pour purger le reste de sa peine. Bref les amis, l'histoire nous apprend régulièrement que le football, c'est comme la société. Il y a des gens très bien et puis il y a des personnages très sombres. Bon, évidemment, on n'a pas évoqué toutes les pires après-carrières des footballeurs. S'il y en a d'autres qui vous ont marqué, dites-nous en commentaire. Et si le format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit clic, mais ça nous aide beaucoup. On se retrouve très vite pour un nouvel iceberg. Ciao la zone et merci.